Ce cadeau a une histoire bien particulière. Si vous l'avez reçu, c'est que son histoire a fait son chemin jusqu'à vous. Vous faites donc partie de l'histoire. Peut-être êtes-vous dans votre voiture ou tranquillement chez vous, avec des écouteurs. L'agriculture, c'est quelque chose qui m'a intéressé, que j'ai vraiment aimé. Quand j'étais très petit, à 5 heures, mon papa dort, c'est moi qui le réveille, que vraiment, il faut qu'on aille au champ. Depuis 20 ans aujourd'hui, je suis dans mes exploitations. Les raisons d'abandonner l'enseignement, c'était surtout que le salaire n'était pas régulièrement payé, alors que l'agriculture était rentable. Comme culture, on a commencé avec les champs d'arachide, associés aux champs de manioc, maïs, macabo, c'était les champs associés. Après, nous sommes engagés sur palmier à huile, nous sommes aventurés sur le cacao, dans une vieille plantation cacaoyère qu'a laissé les grands-parents. J'ai constaté que l'ancienne plantation ne donnait rien. J'ai eu l'idée de prendre les semences améliorées. À la fin de la campagne, je vais étendre la pépinière pour avoir 2000 pieds pour créer une exploitation en semences améliorées. Nous sommes tous les deux les chefs d'entreprise, puisque quand je n'étais pas là, c'est elle qui supervisait les activités. Avec les besoins des pays voisins, nous allons faire une vie à l'aise au pays afin que d'autres, les pays voisins, puissent aussi bénéficier de cela. Et pour aller un peu plus loin, lorsque nous suivons l'actualité dans le pays aujourd'hui, d'ici 20 ans, l'agriculteur sera l'homme noble dans le pays. C'est ça qui nous encourage beaucoup plus. Bonjour Charles. Bonjour Gabriel. Donc Gabriel Ayété, on a monsieur Charles Vitama qui nous a on va dire accueillis dans son domaine ici en France, du côté de la Savoie, un très beau coin. Merci encore à vous tous de nous suivre régulièrement pour les petits documentaires qu'on essaie de publier pour promouvoir l'innovation. Ce sont des documentaires qui quelque part sont adressés à la diaspora camerounaise, tous ceux qui veulent investir au Cameroun. Et aujourd'hui on a le plaisir donc d'avoir monsieur Charles Bitama, qui est lui-même, qui va se présenter, qui est un expert dans le domaine de tout ce qui est l'agriculture et qui a fait des études, qui a aussi un parcours très intéressant, mais surtout il voudrait donner un message à tous ceux qui nous suivent et qui veulent se lancer dans les plantations au Cameroun. Donc ici, on va le suivre, je vais lui poser certaines questions et bien entendu, ce sera aussi l'occasion pour vous plus tard de pouvoir le contacter puisque c'est aussi le but de cette vidéo. Alors Charles, parle-moi un peu de ton parcours, cet amour pour tout ce qui est l'agriculture, la culture. Est-ce que ça a toujours été quelque chose en toi ou c'est juste par un concours de circonstances? Merci de me donner la parole et puis de parler de ton entreprise. Je tiens déjà à dire à tous mes compatriotes, à tous ceux qui nous suivent que je suis né dans l'agriculture, de parents, je veux dire, paysans. Et j'ai toujours envié la modernité, l'innovation. J'ai fait mes études au Cameroun où j'ai eu à aller à l'université à Tchang, où j'avais un maître de stage qui s'appelait Jumessi Télésphore, qui m'a beaucoup appris des choses en aquaculture parce que je me suis spécialisé dans l'insémination des clarias qui sont les poissons silures, qu'on appelle les poissons-chats, oui. À Foréqué précisément, et à qui je lance un grand merci, je dis grand merci. Bon, mon départ du pays a été pour des cas autres que familial, parce que c'était professionnel, en tant qu'ancien footballeur. Même étant arrivé ici, j'avais toujours cette passion. Je vous dirais que, par exemple, en toute confidentialité, mon deuxième véhicule en Europe était un tracteur agricole. Il faut le faire. Voilà. Mon deuxième véhicule était un tracteur agricole qui est encore au Cameroun actuellement avant d'innover. Donc le problème de l'agriculture, c'est quelque chose qui coule dans mes veines. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui tu as
tu as travaillé sur tu as lancé des projets au Cameroun avant de venir ici. Et c'était quel type de culture? Est-ce que tu avais déjà cet esprit d'innovation dans tes champs? Avant d'arriver en France, j'avais déjà des plantations de bananes plantains. Mes parents faisaient à l'époque des ananas. Et je vous dirais même que pendant un moment, mes parents et moi, on avait ce qu'on appelle le jardin au Cameroun, gagné des marchés pour planter du gazon. Nous avons planté du gazon à la présidence de la République. Ah ouais. Donc j'étais encore gamin, j'avais 14-15 ans. Et par rapport à mon parcours professionnel, j'ai pu créer des étangs piscicoles. Après mon école à l'université de Tchang, j'ai créé des étangs piscicoles dans le département de Maniti-Mantui, où mes parents ont acquis un petit lopin de terre et qui sont en train de valoriser actuellement. Donc j'ai fait dans la banane plantain. Là, cette différence que, comme je dis, mon projet aujourd'hui, c'est d'innover. Quand on dit innovation, c'est oublier un peu toutes ces techniques-là qu'on nous a appris dans les techniques qui datent des années 60. Ouais. Donc, j'ai fait dans la banane plantain, essentiellement. Et comme vous pouvez voir dans la vidéo chez moi, j'ai innové en greffant des laitues, des salades. Pourquoi? Donc, c'est quelque chose qui est vraiment innovant, c'est quelque chose qui on peut rentabiliser sa plantation, ça c'est une innovation, même innover au niveau des engrais, l'apport d'engrais, on peut innover au niveau des quantités sur une surface. Alors moi Charles, j'ai une question pertinente pour toi et je suis certain que tout le monde se pose cette question. On sait que le Cameroun a la réputation d'être le grenier de l'Afrique centrale. Nous livrons au Gabon, nous livrons en Guinée, juste là dans la sous-région. Et tout le monde aujourd'hui se rue dans cette industrie en disant je veux avoir mes champs de cacao, mes champs de plantain lancés. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu dirais, toi qui étais dans ce domaine, que c'est toujours un domaine porteur pour commencer? Et est-ce que vraiment c'est dans cette tendance, je veux dire cacao, plantain, qu'il faudrait vraiment s'investir? Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui veulent se lancer justement? Moi je dirais d'abord que le Cameroun c'est un pays qui a une chance par rapport au cours d'eau qui traverse. Et aujourd'hui, ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, c'est bien. Après, le but de mon action au Cameroun, c'est d'innover. C'est de dire aux Camerounais, vous pouvez investir. Vous pouvez avoir des richesses dans l'agriculture. La seule solution, c'est de bien étudier son projet. On ne se lance pas dans l'agriculture parce que Gabriel a fait 2 hectares de plantain et moi Charles je vais me dire je vais me lancer dans l'agriculture. Peut-être que Gabriel a réfléchi sur son projet depuis des années. Ce sont des projets porteurs. Le Cameroun fut, et je l'aurais dit, le grenier de l'Afrique centrale. Par expérience aujourd'hui, je vous citerai par exemple le président Ali Bongo qui a créé des plantations et un grand projet qui s'appelle Graines pour tous. Oui. C'est des projets comme cela, il nous en faut au Cameroun. Il nous faut des projets comme ça. Ce sont des projets qui sont porteurs. Ce sont des projets que des gens comme moi, beaucoup comme moi, aimeraient apporter dans notre cher et beau pays, le Cameroun. L'agriculture nécessite la patience comme j'ai toujours dit, et de l'investissement. On ne se lève pas un matin pour faire des cultures, mais on se lève un matin en se disant je vais travailler la terre. Alors Charles, déjà merci encore pour ces informations. J'aimerais quand même que tu reviennes sur cette partie. Tu disais il faut une étude de faisabilité. Moi j'ai un problème et je me mets à la place de ceux qui veulent se lancer. Ils n'ont pas forcément de grands moyens. Et ils se disent bon voilà, je sais que mon cousin a investi dans la tomate, je sais quand je m'en vais au marché Mokolo que la tomate est versée sur la place du marché. Ça ne nécessite pas forcément une grande expertise. Je peux avoir un ingénieur agronome à mes côtés. J'ai simplement un champ, un ingénieur agronome. Pourquoi miser encore dans une étude de faisabilité? Pourquoi devoir encore retourner sur les bancs de l'école? Ou est-ce que je dois retourner sur les bancs de l'école pour apprendre à planter la tomate alors que d'autres peuvent le faire pour moi? Pourquoi est-ce que je dois dépenser plus? Alors moi je ne comprends pas vraiment, excuse-moi vraiment, c'est parce que je ne suis pas un expert, je veux comprendre
si je me mets à la place de cet investisseur camerounais de la diaspora qui veut mettre de l'argent dans une culture spécifique où je sais par exemple les tubercules ça donne de l'argent, pourquoi est-ce que je dois me préparer par une étude de faisabilité, faire encore appel à des experts, mais pourquoi tout ce schmilblick alors que je peux aller droit au but? Oui, votre question est très pertinente et très bonne, Monsieur Yété. Je tiens juste à rappeler à tous ceux qui veulent investir qu'une bonne étude de faisabilité est très très importante dans tout ce que nous voulons faire. La preuve est que lorsque vous voulez acheter quelque chose, vous faites ce qu'on appelle, vous faites un budget. C'est à peu près pareil. Et en agriculture, c'est pas parce que, comme vous dites, votre cousin il a fait un champ de tomates que vous allez prendre 2 millions mais dans un champ de tomates. Votre cousin a étudié. Et c'est pour ça que c'est très très important d'étudier. Pourquoi? Parce que celui qui investit, c'est un patron d'entreprise. Un patron d'entreprise a plusieurs domaines. C'est le domaine d'études de faisabilité. Si le dossier, si le projet est fiable, si le projet est rentable, si le projet peut tenir à long terme, il faut vraiment une bonne étude de faisabilité. Et je crois quand même que dans la diaspora, il y a M. Eyete Gabriel, vous, qui êtes là pour la promotion, pour aider aux gens de la diaspora à s'investir d'abord. Franchement, je conseille aux gens d'investir d'abord dans une étude de faisabilité avant de se lancer. Il est bien vrai que les gens se disent, comme vous avez posé la question, si Pierre-Paul Jacques le fait, pourquoi est-ce que moi je devrais aller apprendre? Bien sûr, c'est très très important. Il faut savoir gérer la gestion. C'est pas forcément parce que vous allez mettre 2 millions que vous aurez 2 millions. Il y a tout ce qui va autour. Il y a la gestion, tout ce qui va autour. C'est pour ça qu'on dit toujours que il n'y a pas de patron dans une entreprise. Il y a un leader. Les Européens emploient le terme leader. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, quand on parle de leadership, ça signifie ça. Un boss, c'est celui qui donne des ordres, allez faire ça, allez faire ça. Si vous avez votre pognon, vous le mettez parce que vous êtes un ingénieur, fais ci, fais ça. En fait, l'ingénieur ne sert à rien. Alors que quand vous faites une étude de faisabilité, le monsieur, par exemple vous allez expliquer à celui qui investit son argent le pourquoi des choses, le comment des choses et comment y remédier. Donc cela veut dire que cette personne-là va investir son argent en toute garantie, ayant en toute confiance, alors que lorsque vous le faites comme ça, au bas mot, vous ne savez pas ce qu'il vous faut. L'étude de terrain, l'étude de faisabilité, l'étude de sol, la rentabilité, la gestion du personnel, le management, ça vous n'avez pas tout ça. Et c'est où une entreprise comme la vôtre, je la remercie déjà, de pouvoir mettre ses services à la disposition de la diaspora. Et c'est très très important. Je reviens à dire aux gens qu'une étude de faisabilité, franchement, est le deuxième noyau d'une réussite. Le premier noyau, c'est l'idée que vous avez. L'idée que vous avez, c'est très important. Tout le monde a des idées. Tout le monde a des idées d'agriculture, de culture, oui, mais seulement faites-la mûrir. Et pour la faire mûrir, il faut une bonne étude de faisabilité d'experts. Et c'est là, je crois que vous êtes mieux placé que moi pour guider nos compatriotes de la diaspora. Comment mener à point leur projet. Alors, merci pour les informations encore une fois de plus, mais une autre question me passe par la tête. Vous savez, au Cameroun, nous, quand on a grandi, on nous a dit les fraises poussent du côté de Tcham parce que là-bas, le climat est adéquat justement pour la culture des fraises. Dans le sud, on va retrouver plus tel type d'autres cultures. Est-ce que réellement cette tradition a vraiment un sens ou pas? Ou est-ce que en quoi est-ce que quand vous parlez d'innovation, est-ce que vous allez lutter contre le climat? Parce que c'est une réalité, on ne peut pas lutter contre le climat. Et on sait qu'on a des périodes de sécheresse, des périodes de grandes pluies. Nous, on sait qu'on plante aussi par saison. Mais quand vous parlez de votre innovation, votre groupe justement, ce que vous allez amener au Cameroun, en quoi est-ce que vous allez rénover, comment vous allez révolutionner justement ce côté-là? Oui, la question est très bonne, monsieur Yété. Je tiens d'abord à vous rappeler quelque chose qui date depuis les années coloniales, où on
on a inculqué à nos grands-parents, nos ancêtres, comme quoi, par exemple en élevage, que les bovins sont herbivores. La vache est herbivore. Mais expliquez-moi pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on élève les bœufs dans le nord où il n'y a pas d'herbe. Expliquez-moi pourquoi. Voilà, déjà ça la question. Si vous avez répondu à cette question, je vais donc répondre à... Ils nous disent qu'il y a la mouche c'est dans le sud. Ça n'existe plus depuis des décennies. D'accord. Voilà. Je vais donc vous dire par exemple que par rapport à votre question, vous avez dit la culture de fraises, la culture, ça pousse à l'ouest parce qu'il fait frais, il faut des intempéries. Moi, je tiens à vous donner des exemples. On cultive en Afrique, en Israël, en Algérie, Tunisie, Maroc, tous ces continents en Afrique, on cultive des fraises. Ce sont des pays où il fait plus chaud qu'au Cameroun. Il n'y a pas de neige là-bas. On cultive la fraise dans ces pays-là. Dans ces pays-là. On cultive la fraise par exemple en Espagne, où il fait très chaud. Oh oui. Donc, et il les cultive grâce à l'irrigation. Et comme j'ai dit au début, nous avons la chance au Cameroun d'avoir plein de cours d'eau, dont l'irrigation sera facile. Et je tiens à rappeler aux gens que la culture de la fraise se pratique en Europe, hors serre, c'est-à-dire hors serre, après l'hiver. Donc, début du déneigement. Ça veut dire que mars, avril, mai. Et là, il commence à faire chaud. Donc, pourquoi me dire qu'on ne peut pas cultiver la fraise au Cameroun alors que le Cameroun est un pays équatorial, tropical, où il fait beau, il y a de l'eau. En Côte d'Ivoire, il y en a. En Côte d'Ivoire, il y en a. Au Rwanda, il y en a. Au Kenya, il y en a. Au Burundi, il y en a. Expliquez-moi, comment est-ce qu'on ne pourrait pas le faire? Donc, l'innovation que la CI apporte, je suis leader, c'est montrer aux Camerounais que nous pouvons modifier, nous pouvons innover, nous pouvons changer l'agriculture au Cameroun. Je vous donnerai par exemple, les Asiatiques cultivent du riz au Cameroun qui n'est pas consommé sur le marché camerounais. Pourquoi? Parce que on s'est dit que le riz qu'on va importer sera meilleur que celui qu'on cultive chez nous. On a toujours cette culture idée que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est meilleur. Et nous, la diaspora aujourd'hui, par votre biais, nous voulons faire comprendre, apporter cette innovation, à dire à nos jeunes agriculteurs, à nos jeunes investisseurs, aux gens de la diaspora, qu'il y a des possibilités, il y a des créneaux à faire, il y a l'argent à se faire, et nous pouvons le faire, nous allons y arriver. Et pour tout renseignement, ceux qui veulent des renseignements, comme vous avez dit, ceux qui veulent des questions, peuvent me joindre par votre biais, par le biais de votre entreprise, et nous allons faire par votre biais des portes ouvertes, des séminaires, des formations, pour montrer aux gens qu'au Cameroun, on peut innover en agriculture. Vous avez parlé par exemple de la culture du cacao, ceux qui veulent investir dans le cacao au Cameroun. Je vous dirais par exemple que ceux qui investissent dans le cacao aujourd'hui au Cameroun, je n'ai pas encore vu un cultivateur camerounais pratiquer la fragmentation de culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prendre une branche de cacao et la replanter tout de suite pour qu'elle pousse, et pour qu'elle puisse produire l'année d'après. On passe toujours, aujourd'hui, depuis des années, depuis plus de je veux dire, des méthodes traditionnelles, où on prend une cabosse, on la fend, on prend des fèves qu'on fait germer. Nous, par exemple, à la CIA, lorsque vous allez prendre une fève pour la faire germer, il vous faudra 4 ans, 5 ans pour que votre fève puisse produire. Nous, à la CIA, en 1 an, vous récoltez. Non, mais c'est révolutionnaire, ça. Tous les Chinois vont vous contacter. non, mais justement, vous savez, la culture par fragmentation est celle qu'on utilise en France, encore appelée le système de bouturage. D'accord. Voilà, par système de bouturage. Et je ne veux pas m'étaler trop sur les techniques. Pourquoi? Parce que c'est vraiment innovant. Les gens doivent, comme tout en Europe, quand quelqu'un a créé quelque chose, il dépose un brevet. Bien sûr. Je ne veux pas déposer un brevet. Pour l'instant, compte tenu que nous voulons, par votre biais, faire connaître les innovations en Afrique, être sollicité, bien être entendu, sollicité, pour, voilà. oui, pour tous ceux qui veulent innover leur champ,
Oui. et même une bonne rentabilité de leur plantation, ils peuvent vous contacter et nous, à la CIA, on va leur montrer, on va leur faire sur des formations, comment innover et rentabiliser et optimiser et innover leur plantation. D'accord, très bien. Alors, moi, je me mets toujours à la place de cet investisseur de la diaspora qui vous écoute en ce moment et je me dis, ok, très bien, tout ce qu'il m'a raconté, c'est très bien, mais moi, c'est ma poche qui parle. J'ai envie de me projeter demain. Est-ce qu'il me faut d'abord, bon, vous m'avez parlé d'études de faisabilité, c'est une chose. Est-ce qu'il me faut d'abord commencer peut-être dans un petit espace où je vais faire une sorte de test, ou bien si je veux vraiment exploiter un grand espace, ça va demander des tracteurs, ça va demander de couper des troncs d'arbres, c'est beaucoup d'investissement. Est-ce que l'agriculture aujourd'hui, quand on dit agriculture, ça rime avec grand important investissement? Je vous dirais que non. Je vous dirais que non, pourquoi? Parce que à une certaine époque, on pratiquait la monoculture. La monoculture. Cela veut dire que c'est lorsqu'on cultive juste une seule espèce sur une petite surface ou une grande surface. Je vous ai planté par exemple tout à l'heure là des bananiers plantains auxquels on a ajouté des laitues. Ça c'est la polyculture. Donc il ne faut pas une grande surface. Par votre biais et par le biais de notre entreprise, la CIA, on peut montrer aux gens comment optimiser. Nous travaillons sur l'optimisation des surfaces.